Bienvenue à cette édition du 2 avril de votre bulletin de nouvelles locales. Premièrement, l'octroi de 4,4 millions de dollars au musée Louis-Aymon pour sa relocalisation a été annoncé cette semaine lors d'une conférence de presse officielle. Cette aide permettra de relocaliser le musée Louis-Aymon au cœur de Péribonka, dans l'église Saint-Édouard. Alors, évidemment, Nancy et moi, aujourd'hui, on est très, très heureuses d'être ici parce que, oui, on annonce que le gouvernement du Québec accorde une importante subvention de 4,4 millions au musée Louis-Aymon de Péribonka. Alors, c'est pas rien, 4,4 millions. Alors, de cette somme, 3,9 millions provient du ministère de la Culture et des Communications. Alors, je remercie encore une fois Nathalie Roy, avec qui j'ai eu des discussions ce matin. Elle vous salue évidemment. Et je souligne le travail remarquable de Nancy Guillemette. Parce que oui, Nancy, je peux vous dire une chose, il n'y a pas un mois, même voire aux 2 semaines, Nancy me parlait de ce projet-là. On en parlait avec Nathalie Roy. C'est vraiment impressionnant. Et je vois que c'était une obligation de mener à terme ce projet-là. Alors, évidemment, je suis ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, puis le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation octroie un montant de 500 000 $ pour le déploiement du musée dans le cadre du volet soutien au rayonnement des régions du Fonds Région Ruralité. Un fonds essentiel et on voit aujourd'hui qu'il est bien investi. Alors, c'est la contribution totale considérable en raison de la complexité du chantier. Le projet vise l'installation du musée Louis-Aymon dans l'église paroissiale et le déménagement de la maison Samuel Bédard au cœur du noyau villageois, tout à côté de l'église Saint-Édouard de Péribonka. Alors, la réflexion de l'église est nécessaire afin de préserver les caractéristiques patrimoniales. Ce sont des travaux d'envergure historique. Ce musée n'a pas connu de travaux de cette ampleur depuis 1986. La construction de ce bâtiment comprendra l'accueil, la boutique, les bureaux administratifs du musée et tout le monde est bien au courant de ces nouveaux emplacements. C'est une réalisation majeure pour Péribonka qui donnera un nouveau cœur au village à l'image de notre histoire et de nos traditions. Alors, le musée Louis-Aymon occupe une place unique. C'est vraiment un carrefour pour la littérature, la culture, évidemment, et l'histoire. Alors, je félicite tous les citoyens et les citoyennes qui ont cru en ce projet. Voilà maintenant une belle réalisation. Et ce qu'il faut dire à la base, c'est qu'au ministère de la Culture, on ne déménage pas des biens patrimoniaux. Donc, ça a été de déménager cette maison-là que vous voyez ici sur 6 kilomètres. Ça a été un des enjeux centraux de tout le projet. Mais comme je le disais à ma collègue Nathalie, c'est un dossier, c'est un projet de poupée russe parce que c'était la bibliothèque, l'hôtel de ville, la caserne des pompiers. Donc, c'est du jamais vu ce qu'on fait ici. J'ai par contre jamais douté de cette réussite-là parce que nous étions tous animés de la volonté de le réussir. Et en donnant une nouvelle vocation à l'église Saint-Édouard de Péribonka, dont la valeur est reconnue par les historiens de l'architecture. On a investi quand même des grosses sommes dans ce projet-là. On a investi 930 000 $ la MRC de Maria Chapdelaine dans le projet, donc 800 000 via notre fonds territorial, mais on a aussi un 130 000 du Fonds Vitalité des milieux de la municipalité qui est investi dans ce projet-là. Des projets comme le musée, qui est porté par le musée, bien pour nous, là, c'est un baume, c'est un bonbon pour nous autres. Donc, de travailler en partenariat avec le musée, notre porte d'entrée aussi pour notre territoire là, du secteur Est. Donc, c'est vraiment important. Et pour nous, c'est un très gros investissement là, dans ce projet-là, on ne se le cache pas. Puis c'est lié aussi, vous voyez la dynamique, on a eu le film Maria Chapdelaine qui a été tourné chez nous l'an dernier, donc on a investi aussi dans ce projet-là. Et la maison qui a servi au tournage, on a le projet aussi de la ramener ici au village pour en faire un lieu, pour en faire un complément à ce qu'on a au musée. Donc je pense que Péribonka peut se positionner comme un beau lieu touristique, puis vous voyez la vue ici, là, sur le bord du lac Saint-Jean, de la rivière, c'est fantastique. Mais pour nous, ça nous prend des promoteurs, ça nous prend des municipalités qui sont porteurs de projets, puis un projet comme on a ici, écoutez, c'est fantastique, là, c'est un projet global, on a la caserne, on a le musée, on a aussi les locaux d'Espace Péribonka en général, donc c'est vraiment un projet dans lequel on est très, très fiers de s'impliquer, puis qu'on va en faire la promotion, je ne vous le cache pas. On va en parler, on va vanter ce projet-là, puis on va le donner comme exemple pour que d'autres municipalités se prennent en main, puis d'autres municipalités aient des projets. Que de ficelles à tirer, que de rencontres, que de personnes à interpeller, à convaincre, mais nous y sommes parvenus. Les enjeux étaient importants au départ. On avait un musée à sauvegarder et à pérenniser, le seul au Québec
axé sur la littérature. On avait un hôtel de ville à bâtir. On avait un musée, des organismes socio-économiques, la municipalité et la fabrique à regrouper tous sous un même toit. Et surtout, et ça, faut le dire, Madame Laforêt l'a dit, des citoyens et des citoyennes qui ont été derrière nous. Ça aurait pu être insécurisant pour la nouvelle tardait. Les citoyens auraient pu s'impatienter, dire qu'est-ce qui se passe, on va dessus. Donc, merci. On a fait quelques consultations et les citoyens ont toujours, Monsieur Tremblay de la Fabrique avait fait une consultation pour nous céder l'église. Ça avait été unanime. Alors, c'est vraiment un travail d'équipe. Ce redéploiement permettra à Péribonka de se positionner comme expérience distinctive. Une expérience basée sur le tourisme d'aventure, entremêlant culture et nature dans un paysage bucolique marqué par l'embouchure du lac Saint-Jean. Ce projet extraordinaire, voire même impensable, se concrétise malgré quelques bonnes vagues et bourrasques. Nous avons finalement complété notre traversée du lac. Le challenge cycliste des Bleuets Desjardins pourra finalement avoir lieu. La Sûreté du Québec est finalement revenue sur sa décision et pourra assurer la sécurité des participants lors de l'événement qui se tiendra le 4 septembre prochain. Le défi en sera donc à sa 7e édition avec comme invité d'honneur Marianne Saint-Gelais. Plus de 200 cyclistes feront le tour du lac pour l'occasion. Le mois d'avril s'annonce bien rempli à la salle de spectacle Desjardins Maria-Chapdelaine. Michel-André Fradette, coordonnateur programmation et promotion du comité des spectacles d'Olbeau-Mistassini, présente les spectacles prévus ce mois-ci. Le vendredi 1er avril, on reçoit Simon Leblanc qui vient nous présenter son spectacle Déjà. C'est un report de la représentation qui était prévu en 2021. Donc, les gens qui avaient des billets à cette époque-là sont invités. Dans le fond, leurs billets sont valides encore pour. En fait, c'est là que ça se passe, sont valides pour ce vendredi-là, 1er avril. Si on n'a pas communiqué avec vous ou si vous avez des questions, je vous invite à appeler au 418-276-6781 au poste 2500. Ensuite, le 8 avril, on reçoit Max Pearson et Matt Lévesque qui viennent nous présenter leur spectacle Joual. Donc, c'est deux humoristes originaires de Dolbeau-Mistassini et on est très content de les recevoir à la salle. Il y a déjà 80% des billets de vendus, donc j'invite les gens à faire vite s'ils veulent s'en procurer. Le samedi 9 avril, on reçoit Rita Baga pour son premier one-woman show Créature, donc un spectacle de drague. On a pu voir Rita Baga à l'émission Big Brother Célébrité, entre autres. Donc, encore là, la vente va très bien. J'invite les gens à se procurer des billets rapidement s'ils veulent une place. Il ne reste que 30 places. Le jeudi 14 avril, on reçoit Louis-Jean Cormier qui vient nous présenter qui vient nous jouer son dernier album Quand la nuit tombe. Donc, ils vont être 4 musiciens sur scène et on peut s'attendre à un spectacle de qualité comme Louis-Jean est habitué de nous livrer. Le samedi 16 avril, Philippe Laprise vient nous présenter son 4e one-man show Pourquoi pas. Donc, un artiste originaire de la région, un show de qualité, c'est une valeur sûre. Finalement, fin avril, on reçoit la troupe Madilutte qui vient nous présenter leur leur spectacle de fin d'année, en fait. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas eu l'occasion de les voir à cause de la pandémie. Donc là, ils sont là. Ils nous présentent leur spectacle L'âme de la danse. Il va y avoir 4 représentations publiques, soit le vendredi 22 avril à 14h, le samedi 23 avril à 14h et 19h, et le dimanche 24 avril à 14h plutôt. J'invite les gens également à venir ce jeudi 31 mars pour l'exposition et le vernissage des artistes et artisans en art visuel de la MRC Maria-Chapdelaine. Donc, ils vont exposer leurs œuvres, leur travail de l'année dans le foyer de la salle. C'est gratuit, c'est ouvert à tous et il va y avoir un cocktail sur place, donc de 18 à 20 h ce jeudi 31 mars. Je rappelle aux gens que le service de bar est ouvert et que les vestiaires sont également ouverts. Donc, vous pouvez vous présenter à la salle dès 19 h avant les spectacles. Donc, concernant les mesures, le passeport n'est évidemment plus nécessaire. Tout ce qui reste, dans le fond, c'est il faut garder le masque pendant les déplacements et pendant le spectacle. Donc, ça risque de changer au courant du mois d'avril. J'invite les gens à suivre notre page Facebook pour avoir tous les détails. Le club de natation de Dolbeau-Mistassini recevra sa première compétition dans la nouvelle piscine du complexe sportif Desjardins. C'est le 10 avril que se tiendra l'événement regroupant des nageurs de différents niveaux. La présidente du club de natation, Sophie Chiasson, avait quelques informations à nous transmettre. Le club de natation existe quand même depuis presque 15-20 ans. Moi, ça fait à peu près 12 ans que je suis
présidente du club de natation. Mes enfants étaient nageurs, maintenant sont rendus entraîneurs. Puis c'est ça, moi, j'occupe la place de présidente du club de natation. Puis c'est vraiment un honneur, pour moi, encore plus avec notre nouvelle installation, là, de faire fonctionner ce club-là. C'est vraiment un OBNL. Puis c'est vraiment pour la natation de compétition. Les jeunes, ça va de, mettons, on a nos petits qui ont à peu près entre 6 ans et ça va jusqu'à l'âge adulte, notre clientèle ciblée. Puis c'est sûr que le club de natation, c'est vraiment un club d'entraînement et de compétition. Sauf qu'il n'y a aucun jeune qui est obligé de faire de la compétition. Les jeunes, lorsqu'ils sont prêts, c'est sûr que pour aller à des compétitions, il y a des standards à réussir, puis il y a des styles de nage aussi qu'ils doivent être capables de faire. Alors, tu sais, les jeunes s'entraînent avec des entraîneurs qui sont quand même qualifiés, qui ont déjà été des anciens nageurs et des nageurs qui ont fait de la compétition. Puis, ils apprennent les 4 styles de nage pour ensuite pouvoir faire des compétitions régionales et puis monter. C'est quoi les 4 styles de nage? Le papillon, le dos, la brasse et le crawl. Évidemment, c'est vraiment, écoute, c'est vraiment un honneur, là, écoute, de pouvoir recevoir cette compétition-là ici. Avec le nouveau complexe, on est en mesure justement de pouvoir accueillir dimanche, le 10 avril, une compétition régionale. La compétition régionale, ça implique 7 clubs de la région qui vont se trouver à venir ici pour faire cette compétition-là. C'est vraiment une première à Dolbeau-Mistassini d'obtenir une compétition ici et aussi, c'est sûr, de faire vivre justement à la population puis à tout le monde de pouvoir voir qu'est-ce que c'est vraiment une vraie compétition de natation. Dimanche, il va y avoir au-dessus de 200 nageurs qui vont venir ici pour faire la compétition. Tu sais, sans me cacher qu'autour de la piscine, tout ce que ça peut impliquer au niveau des officiels et tout ça, il devrait y avoir beaucoup d'actions là, autour de la piscine. Puis c'est sans compter les parents, les grands-parents et les spectateurs qui viennent, qui vont remplir les gradins très facilement là. C'est ouvert au public. Ils peuvent venir voir comment ça se déroule une compétition de natation. La compétition que nous allons tenir, c'est vraiment une compétition régionale avec les nageurs qui sont déjà qualifiés et les nageurs obtiennent un temps, ils ont déjà des temps de fête et ils vont acquérir d'autres temps pour monter justement de plus en plus haut. Et pendant notre compétition aussi, on va en profiter pour dévoiler notre nouveau logo. Le club de natation en a comme un petit peu profité avec les nouvelles installations, avec le nouveau complexe et tout. Nous aussi, pour se refaire une beauté. Alors, on a utilisé un nouveau nom pour le club avec un nouveau logo. Et lors de la première compétition qu'on va tenir, on va quand même dévoiler le nom de notre club de natation qui représente très, très bien notre ville et notre région. Les autres clubs là, de l'extérieur, ils ont vraiment hâte de pouvoir venir nager dans notre piscine puis venir vraiment vivre l'expérience. La semaine passée, justement, on a eu un club qui est venu s'entraîner avec nous pour, justement, un peu avant la compétition pour venir voir un petit peu nos installations. Puis ça a été très, très apprécié, autant de notre part que de leur part. Puis ça fait un beau partenariat, une belle équipe. La compétition qu'on va organiser, c'est vraiment... en étant une première pour nous, c'est vraiment beaucoup d'organisation. Alors, c'est sûr que dans notre CA, on a plusieurs parents, plusieurs bénévoles qui, eux, sont allés chercher de la formation ici et là pour réussir à être assez formés et être compétents pour être capables de tenir une compétition. Malgré que avec la Fédération de natation, on est vraiment bien soutenus. Alors, au niveau des juges, des chronomètres, on va avoir vraiment une équipe qui va comme nous parrainer, qui va être avec nous pour essayer d'être le plus juste possible envers, de redonner lorsqu'on va ailleurs, que les gens puissent vivre une compétition aussi ici à la fine pointe de la technologie, avec notre tableau électronique, avec tout ça. Fait que c'est beaucoup de choses à mettre en place. Mais c'est ça, on travaille fort, puis on est tous des bénévoles qui sont passionnés de la natation, puis on est vraiment prêts à recevoir tous ces clubs.
Je peux vous dire que si les gens n'ont jamais vu une compétition de natation, bien, c'est le moment parce que là, ça va se passer chez nous, dans nos nouvelles installations. Puis, c'est vraiment beau à voir. Le Farwestival est de retour pour une deuxième édition. Le festival à saveur western aura lieu au domaine du Ranch de Sainte-Jeanne-d'Arc du 14 au 17 juillet prochain. Plusieurs compétitions, activités et spectacles sont prévus. Nous avons rencontré à ce sujet la porte-parole de l'événement, Émilie Pépin. Oui, bon, bien, cette année, c'est du 14 au 17 juillet. Donc, 2022. C'est ici au domaine du Ranch à Sainte-Jeanne-d'Arc. Donc, on est vraiment, là, en ce moment, on se trouve dans le bar. Donc, le festival va se dérouler du jeudi, vendredi, samedi et dimanche, donc pour 4 jours. Si on se fie à l'année passée, là, on a vraiment eu un beau festival. Ça a été toute qu'une réussite. On a un beau comité organisateur de 14 personnes. On a un conseil d'administration aussi. Donc, on a prévu vraiment toutes sortes d'activités au courant du week-end pour toutes les personnes qu'on va avoir. Donc, autant au niveau des compétiteurs que des participants, là, des gens qui vont venir faire la fête, voir les spectacles. C'est vraiment comme 2 grosses portions. On a musical, donc on a comme plein d'artistes. Et puis, on a aussi la portion compétition équestre avec le club de Barry Lac-Saint-Jean-Côte-Nord. Gymkhana, bien, en fait, c'est des compétitions où ce que ça met les coureurs, les compétiteurs, leur monture, bien, ça les amène à faire différentes épreuves. Donc, on a des jeux de tours, des jeux de centre. Donc, on a du Barry, c'est connu, l'échange de cavaliers, poney express, tour de ring. Donc, ça, c'est super intéressant à voir pour le spectateur parce que il y a vraiment de l'ambiance quand tu vois quelqu'un sauter sur un cheval, puis l'autre débarquer. Puis, en tout cas, bref, il y a vraiment beaucoup d'action. Ensuite de ça, bien, c'est sûr qu'au niveau des spectacles, là, ça commence jeudi. On a un artiste connu qu'on ne peut pas encore dévoiler le nom, malheureusement, mais ça va s'en venir bientôt, le dévoilement de la programmation. Mais le vendredi, je peux en parler. Donc, le vendredi, on a l'aller-retour Country Band et puis on a Caro Laurando, on va avoir Travis Cormier, puis on va avoir Phil J. Smith. Donc, on a quand même des beaux artistes. On a aussi du local. Le samedi, c'est Nashville, Québec. Puis, les autres artistes, au courant de la fin de semaine, bien là, je me les ai marqués sur un petit carton parce qu'il y en a plusieurs. Donc, on a Karina et Cédric, Claude et Vicky, Berne et Lucie, Joanie Bouliane et Amélie Paquette. Puis, avec ça, bien, le soir, là, à la fin des spectacles, souvent, le monde reste, veut le festoyer. Donc, on a DJ Pascal Savard, je ne sais pas si vous le connaissez, mais vraiment un bon DJ, il met le party dans la place, c'est vraiment le fun, puis ça veille jusqu'aux petites heures du matin. Et puis, sur le site, en fait, toute la fin de semaine, on a une nouveauté. On a des artistes de cirque qui vont se promener, qui vont faire des tours. On va avoir des duels plus théâtrales là, de cow-boy, de combats de cow-boy. On a aussi une nouvelle formule, ça va être micro ouvert. Donc, les gens vont pouvoir aller chanter là, en avant, faire un genre de style de karaoké, en fait, là, selon leur demande. Et puis, après ça, bien, on a le billet de Kids Park, qui est une place pour les enfants. Donc, on pense vraiment à tout le monde, là, monsieur, madame, tout le monde. Puis, ce qui est vraiment le fun aussi, c'est qu'on a une école de danse, 2 écoles de danse. On a Nathalie Paquette et puis Pascal Dufour de Chicoutimi. Donc, sur 4 jours, les gens vont pouvoir faire de la danse en ligne un peu partout sur le site ou peut-être plus dans la grange, là, notre fameuse grange qu'on a, là, qu'on fait souvent des gros spectacles l'été aussi. L'année passée, je crois qu'on a entre 3 500 et 5 000. Ça a été comme pas évident de calculer, mais pour toute la fin de semaine. Donc, on s'attend à avoir une couple de milliers de personnes au courant de toute la fin de semaine. Les gens peuvent venir une journée, les gens peuvent passer le week-end ici. Donc, ils peuvent aller. On a des billets là, qu'on va mettre en pré-vente là, pour des forfaits pour toute la fin de semaine. Donc, vous venez avec votre roulotte. On a camping pour les tentes. On a des services avec service. Et puis, sans service, on a dégagé un champ exactement expressément pour ça. Donc, les gens peuvent venir passer tout le week-end ici. Donc, ça fait beaucoup de va-et-vient. Il y a beaucoup de monde. Il y a du monde qui viennent le soir. Tout le monde est le bienvenu. C'est à partir de la mi-mai pour ce qui est des forfaits, mais aussi, on va avoir des tirages. Donc, on a 1000 billets en vente. Et puis, ça permet de gagner. Là, on a des prix jusqu'à, je crois, c'est environ 10 000 de prix, dont un set extérieur de une valeur de 5 000 $. Donc, c'est vraiment intéressant pour les billets. Bien, c'est sûr que c'est pour se financer aussi. Donc, on encourage fortement d'acheter des billets pour participer. On a des commanditaires bronze, argent et or et papier. Je ne peux pas tous les nommer, mais on les partage sur la page Facebook du Domaine du Ranch et sur la page du Farwestival. Donc, les principaux, bien là, que je vais nommer, on a notre dépanneur Chiasson-Crevier, Polaire 3 d'Olbeau, municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc, Elle de Mers et Fils, ferme Gaston-Morin, les Petits Larouches, et puis la clinique auditive Gagné-Bélanger. Puis au courant de la fin de semaine, bien, on va avoir des food trucks
sur le site. Donc, les gens vont pouvoir manger, prendre des consommations parce qu'évidemment, on va avoir des kiosques pour prendre de l'alcool sur le site. On va avoir des tournois de poche. Donc, il y a vraiment toutes sortes d'animations au cours de la fin de semaine. C'est vraiment plaisant à voir. Tu sais, si des fois, on est tanné un petit peu de la compétition, on peut aller voir un spectacle, on peut retourner voir la compétition de cheval. Il y a beaucoup de monde sur le site, ça bouge, c'est le fun, puis il y a une belle ambiance. Pour ce qui est des bénévoles, c'est sûr qu'on a besoin de bénévoles. L'année passée, on en a eu beaucoup. C'était vraiment plaisant. Je pense que le monde tripe parce que, tu sais, ils sont sur la place toute la fin de semaine, fait qu'ils vivent avec nous c'est quoi le festival sous tous les angles. Donc, si vous êtes intéressé à donner votre nom, là, vous pouvez écrire à farwestival@commercial-hotmail.com. Tout simplement aller sur la page là, du domaine du ranch ou du Fort Westival. On prend les candidatures. Là, en ce moment, vous pouvez joindre à notre équipe. On va annoncer la programmation sous peu. C'est ça, comme qu'on disait tout à l'heure, on discutait. Bien, c'est certain qu'on a encore des artistes qu'on ne peut pas dévoiler parce que les contrats ne sont pas signés. Mais bientôt, là, ça va être dévoilé. Là. Suivez la page Domaine du Ranch puis Fort Westival. On va publier, on va annoncer ça là. En fait, quand on rentre sur le site, il va falloir, contrairement à l'année passée, c'était gratuit. Là, ça va être à un moindre coût. Là, ça ne sera vraiment pas dispendieux pour la fin de semaine. Une fois que vous êtes sur le site, tout est comme gratuit, si on veut, les spectacles, les shows, tout ça, sauf nourriture et boissons, évidemment. Mais une fois que vous avez votre billet, c'est accessible partout. Et puis aussi, peut-être essayer d'avoir un service de raccompagnement le soir pour les gens, là, parce qu'on n'a plus de taxi pour l'instant. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on est en train de tout mijoter ça. On va vous tenir au courant avec des petites capsules aussi, puis répondre aux questions des gens là, sur Internet. Donc, on vous invite du 14 au 17 juillet à venir découvrir le festival, le Fort Westival de Sainte-Jeanne d'Arc si vous n'êtes jamais venu. Donc, 14 au 17 juillet, c'est des dates à ne pas oublier. Vous pouvez venir camper, vous pouvez venir faire un tour, vous pouvez venir en 4 roues même, les trails passent direct à côté. Donc, on vous attend, puis ça va être vraiment un beau festival. On va souhaiter du beau temps, puis un beau week-end. Et le Comité citoyen de Sainte-Élisabeth-de-Prou ne manque pas de projets, même s'il n'agit pas au même titre qu'un conseil de ville. Le comité, élu par les citoyens du TNO, est très proactif. Des projets de mise à jour du système de traitement des eaux usées et la revitalisation de l'église désacralisée de la communauté sont sur la planche pour 2022. Le président du comité, Marcel Gauthier, était de passage dans nos studios pour nous en dire davantage. Bien, il y a des beaux projets, c'est-à-dire qu'on va compléter des investissements pour s'assurer que les eaux usées vont être traitées selon les nouvelles normes. Donc, Sainte-Élisabeth ne rejettera aucun produit ou ne polluera pas, ne participera pas à la pollution. Donc, ça va compléter un investissement global sur, on va dire, 8 ans, sur un investissement global de 1,5 million. Donc, pour un village de 185 habitants, c'est un effort énorme. Donc, ça nous tenait à cœur, puis ça va être réalisé, disons, d'ici 2 ans. Ça commencerait cette année. Après ça, bien, on a plein de beaux projets. On a des projets de différentes activités. On veut créer des sites d'activités pour les citoyens. Mais je dirais la préoccupation première qu'on a actuellement, c'est de donner une deuxième vie à notre Église. Le bâtiment de l'Église qui est désacralisé, on vit le même problème que la plupart des petits villages de notre milieu. Donc, on a actuellement fait plusieurs scénarios suite à des propositions des citoyens. Ça vient toujours des citoyens du village. Réunis en Assemblée générale à 2 reprises, ils nous ont fait des propositions. Et puis, on a engagé des professionnels pour faire des études, voir si ces propositions-là pouvaient prendre forme. Et puis, on est venu à la conclusion que là, on a priorisé un projet d'hébergement. Donc, on va aller annoncer nos intentions sur la place publique bientôt. Donc, on espère attirer l'attention. On a un bâtiment qui, jusqu'à présent, vérifié par un bureau d'architectes. Ils nous ont dit que c'était un bâtiment en très bon état, qui n'a pas besoin d'investissement actuellement. On a fait les investissements nécessaires pour l'entretien. On le continue encore. Donc, on est confiant. On est bien situé. Je trouve que le village de Sainte-Élisabeth-de-Prou, géographiquement, tout près des grands services, de l'hôpital, les services de Delbourg-Mistassini, entre autres. Et on est à 14 km. Donc, et puis, on est le dos à la forêt. On est collé au chemin forestier. Donc, pour les villégiateurs, pour les amants
d'activités sportives ou toutes sortes. Donc, on est, je pense, stratégiquement, on est bien placé. Donc, on veut capitaliser là-dessus avec de l'hébergement diversifié qui peut être pour différents besoins ponctuels ou à long terme. Il y a une demande criante dans notre milieu, autant dans la MRC que dans le village de Sainte-Élisabeth-de-Brou. On a une demande de personnes qui veulent venir s'installer et il n'y a plus de disponibilité. Donc, la seule potentiel actuellement, c'est la construction neuve sur un achat de terrain. Mais c'est pas tout le monde qui veut, la première fois qu'ils viennent s'installer dans un village, investir dans une maison. Donc, il y aurait un potentiel pour des logements, il y aurait un potentiel pour des gens qui viennent s'installer pour commencer à prendre racine, commencer à voir la vie du milieu, qu'est-ce qui les intéresse là-dedans, est-ce qu'ils sont capables de trouver assez d'intérêt pour, après ça, investir. Donc, c'est suite à toutes ces, on va dire, cette recherche-là de données statistiques qui a amené nos professionnels, qui nous conseillent à dire ça serait probablement, on va dire, l'option la plus intéressante. Ça n'exclut pas les autres options. Ça n'exclut pas que quelqu'un qui vienne nous proposer un projet qui n'a pas rapport avec l'hébergement. À ce moment-là, nous autres, l'hébergement, on a un plan A, puis un plan B, puis un plan C. À ce moment-là, on va partir dans un autre volet de l'hébergement. On va quand même aller de l'avant vers la création d'hébergement. Mais si un promoteur nous disait avec l'Église, moi, j'ai plutôt l'idée de faire un projet X qui serait compatible avec la vie du village, bien, à ce moment-là, il n'y a aucune fermeture. Là. Tout est ouvert dans les propositions. Je pense que ça résume de façon très succincte. On aurait pu élaborer plein d'autres projets. On a plein d'autres projets, mais c'est des projets qui sont des installations qu'on veut bonifier pour donner encore plus de potentiel d'activité pour tous. Et c'est ce qui complète le bulletin pour cette semaine. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous à notre page Facebook.